êtes bien sur la RTG. Au sommaire de cette grande édition, Sigiri Kouroussa s'embellissent avec la construction de 30 km de voirie urbaine. Les travaux avancent à grands pas. Thierno Ousmane Diallo sera dans ce journal pour plus de détails. La Guinée envisage des mesures drastiques contre les consommateurs de tabac. Les autorités sanitaires appellent à une augmentation des taxes d'importation. L'idée est soutenue au Parlement guinéen. Enfin, vous aurez les échos du Noël Show en 72 heures, lancé hier dans les jardins du 2 octobre. Une rencontre musicale pour égayer les enfants, un esprit de fête de fin d'année auquel participent plusieurs artistes, chanteurs et comédiens. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Tout d'abord, ce courrier est arrivé de François Hollande, ancien président de la France, à l'attention du président Alpha Condé. Monsieur le Président, vous avez bien voulu m'inviter à la suite de la proclamation des résultats des élections présidentielles du 18 octobre 2020 à votre prestation de serment le 15 décembre. Je saisis cette occasion pour vous adresser mes félicitations sincères et mes vœux les plus chaleureux pour la réussite de votre mission. Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma très haute considération. Signé François Hollande. Je vous amène à présent à Sigiri Kouroussa où des changements sont notés grâce à la construction des voiries urbaines de ces deux communes. Certaines routes sont déjà bitumées pendant que d'autres sont en phase de terrassement. N'est-ce pas, Thierno Ousmane Diallo? Les routes, l'une des grandes priorités du mandat qui démarre, selon le chef de l'État, professeur Alpha Condé. À l'intérieur du pays, le programme de construction des voiries est en cours pour changer l'image des localités urbaines. À Kouroussa, ce sont 15 km qui doivent être revêtus dans la ville. Béjek assure les travaux. La voirie de Kouroussa a eu 15 km grâce au président de la République. Et ces 15 km de nos jours, le dégagement est à 100%. La mise en forme 100%, le nettoyage 100%, le bitumage, nous sommes à 3 km sur les 15 km. Nous avons imprégné 7 km et demi, donc 50% d'imprégnation sur l'ensemble du lot. Il y a 32 tronçons. Et au jour d'aujourd'hui, si on réussit à finir ce travail, vous verrez que Kouroussa deviendra une très belle ville. À Sigiri-Ville également, 15 km de route doivent être bitumés. 5 le sont déjà après le démarrage des travaux. Ville minière, Sigiri affiche progressivement une nouvelle apparence après le passage des bulldozers de Hénan-Chine et de Béjek. Cette partie de la commune urbaine de Sigiri était en souffrance d'avoir une route de telle qualité parce que pendant les saisons pluvieuses, la route là était complètement impraticable. Mais aujourd'hui, grâce aux bonnes œuvres du président de la République, la population de Sigiri est très fière de lui parce que d'après les informations, que Sigiri a reçu quelque chose de 15 km de bitume. Donc ces quartiers auraient vraiment satisfait d'avoir cette grande réalisation du président de la République. Déjà la circulation est très facile. D'ici à Danka, franchement, les citoyens ne peuvent que saluer cette œuvre salvatrice du président de la République. L'autre enjeu du bitumage des voiries, c'est la préservation de la santé des populations et l'amélioration de la qualité de vie avec la poussière qui disparaît après le passage du bitume et le développement des activités économiques tout au long des voies ouvertes et construites. Dans toutes les deux villes, le bitumage des voiries ouvre une nouvelle ère de développement et répond à un des plus grands besoins des habitants. Volet santé de ce journal pour une prise en charge rapide et efficace des cas suspects d'épidémie. La protection civile, à travers le projet PrepLine, travaille avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire, une alliance qui a permis d'avoir des résultats probants. Mori Kabar. Cet atelier de 2 jours a pour objectif de revoir les acquis du projet PrepLine. Il vise à accroître la capacité opérationnelle des services chargés de l'application de la loi dans la gestion des épidémies en Guinée. Initié par le département d'État américain et exécuté par l'OIM, ce projet rend plus visible la protection civile. Après ces 2 ans de mise en œuvre, le projet a eu des résultats phares.
c'est que le visage de la protection civile guinéenne a été révolutionné par la mise en place de moyens de travail incommensurables. Aujourd'hui, l'ensemble des directions régionales de la protection civile sont dotées de centres opérationnels d'intervention et de réponse au secours, mais également sont dotées de véhicules et de moyens d'intervention qui les permettent de réagir très rapidement. L'implication de la protection civile dans la gestion du coronavirus auprès de l'Agence nationale de sécurité sanitaire à travers le projet PrepLine est salutaire. À l'ANSS aujourd'hui, on est très satisfait de cette collaboration avec la protection civile et parce que pour preuve, nos centres qui sont actuellement fonctionnels, ils sont ceux qui sont déployés et on n'a aucun retour désagréable dans la gestion de leur implication dans ces centres-là. Nous sollicitons fortement une deuxième phase du projet PrepLine, ce qu'on pourrait appeler PrepLine 2, afin de permettre de consolider les acquis du projet et faciliter le processus de décentralisation des CORIS au niveau préfectoral. Les autorités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile se disent très satisfaites des œuvres du projet PrepLine. Grâce à ce projet, la protection civile peut valablement répondre aux aspirations des populations. Santé toujours, le Covid-19 fait ombrage à plusieurs autres maladies qui tuent en silence, telles que le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Ici en Guinée, les acteurs impliqués dans la lutte contre ces trois pathologies se sont retrouvés pour faire le point. Mamadou Saliouba. Tout comme la lutte contre la Covid-19, les autorités sanitaires et leurs partenaires travaillent pour contrer le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Cette année, plus de 136 millions de dollars ont été investis dans la lutte contre les trois maladies. Les acteurs de terrain se retrouvent pour passer en revue les campagnes menées pour contrer le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida. Des gens qui ont élaboré des projets que le gouvernement a acceptés et les ont exécutés. Nous devons voir, quels sont les résultats qu'ils ont obtenus. Deuxièmement, comment les fonds ont été utilisés. Et troisièmement, quelles sont les leçons à tirer de ce qui s'est passé. Des organisations comme Catholic Relief Service, le Comité national de lutte contre le sida, ont tour à tour partagé leur expérience, chacun dans son domaine d'intervention. La distribution par exemple des moustiquaires aux ménages sur l'ensemble du territoire national. Et il s'agira au cours de cette rencontre et de tirer les leçons des manquements, des gaps. On est en train quand même d'atteindre les 3,90. Au jour d'aujourd'hui, on a assez de malades qui sont sous ARV et retenez que le traitement du VIH il est gratuit sur toute l'étendue du territoire et les examens sont gratuits et tous les sites de prise en charge sont outillés, formés. Plusieurs jours de concertation ont permis aux acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida d'évaluer l'efficacité de leurs actions. De nouvelles approches sont définies par l'instance de coordination du Fonds mondial et ses partenaires pour faire reculer les trois maladies dans un proche avenir. On enchaîne avec l'enquête sur la disponibilité des équipements sanitaires. Les résultats sont désormais disponibles, menés par l'Institut national des statistiques. Cette enquête révèle que le Guinéen dispose de plus de 73% d'équipements sanitaires. Les précisions, c'est dans ce reportage d'Alpha Siagaba. Dans les structures sanitaires du pays, le niveau des équipements disponibles s'élève à 73%. C'est le résultat d'une enquête menée par l'Institut national des statistiques et présentée ici au cadre du département de la santé pour validation. Elle est intitulée « Enquête nationale sur la disponibilité des services de santé ». Sarah. Au niveau de la santé, nous avons besoin de voir quelle est la qualité et la disponibilité maintenant des soins au niveau des services de santé. Nous avons besoin aussi de faire la revue de la qualité des données. Donc qui dit la qualité des données dit maintenant une meilleure prise de décision en faveur des populations. L'objectif global de cette activité, c'est pour vérifier chaque 2 ans la capacité opérationnelle de nos structures sanitaires qui sont en Guinée dans les différentes régions. Je parle de capacité opérationnelle,
c'est par rapport à l'équipement, au personnel et aux produits qui sont fournis dans ces structures sanitaires. La réalisation de l'enquête a coûté plus de 400 000 $ américains, soit plus de 4 milliards de francs guinéens, et a mobilisé près de 300 enquêteurs à travers les différentes régions du pays. Elle a permis de connaître le niveau de capacité opérationnelle des services de santé et d'évaluer leur apport au sein des populations à la base. Aujourd'hui, nous voyons que nous avons fait beaucoup d'investissements. Et ces investissements ont été déployés au sein du territoire national et qui sont mis à la disposition des structures de santé. Est-ce que ces équipements-là sont bien arrivés? Est-ce que ces équipements-là sont utilisés? Donc cette enquête nous permet de concevoir cela. L'Institut national des statistiques fournit chaque année des enquêtes sur la disponibilité des services de santé dans le pays. L'objectif est de permettre à l'État de mieux servir les centres hospitaliers en équipement et intrants. Et puis chaque année, le tabac tue plus de 8 millions de personnes dans le monde. Des mesures drastiques vont être prises contre les consommateurs de tabac en Guinée à travers l'augmentation des taxes d'importation. C'est une proposition des autorités sanitaires soutenue par les députés de la commission des lois du Parlement guinéen. Reportage Sa Amara Tolno. Le tabac est l'une des causes de mortalité la plus élevée dans le monde. Selon l'Organisation mondiale de la santé, une personne meurt toutes les 6 secondes du tabagisme, soit 6 millions de décès chaque année. Si le niveau de tabagisme actuel persiste, ces chiffres pourraient atteindre les 8 millions de morts par an d'ici 2030. Pour dissuader les consommateurs, les acteurs multisectoriels se concertent. Ils proposent la hausse des taxes sur l'importation du tabac en Guinée, une mesure déjà en application dans les autres pays de la sous-région ouest-africaine. Notre pays est le seul pays dans la sous-région CEDEAO où le tabac n'est pas taxé comme il devait l'être dans les autres pays de la CEDEAO. De sorte que les directives négociées avec la CEDEAO, à part notre engagement auprès des Nations Unies sur la Convention cadre de lutte anti-tabac de l'OMS, nous sommes engagés aussi sur les directives de la CEDEAO qui consistent à harmoniser le prix du tabac dans l'espace CEDEAO. Nous avons prévu au niveau du tabagisme de taxer le tabagisme en République de Guinée jusqu'à 50%. Et en plus de ça, au niveau du cordon douanier ou au niveau du cordon, les valeurs des droits d'asile, ce sont au niveau de 20%. Nous nous battons pour qu'il y ait 30% afin de lutter contre ce phénomène. Aux côtés de ceux qui combattent le tabagisme, les députés de la commission des lois du Parlement guinéen. Ces élus du peuple s'engagent à proposer de nouveaux textes de loi à l'Assemblée nationale pour freiner le fléau. La loi sur la taxation du tabac sera notre cheval de bataille. Nous nous battrons pour que cette loi soit votée. Préserver la santé des populations, notamment les jeunes, est l'ambition du département de la santé. Sur un tout autre plan, un incendie enregistré au poste d'électricité de Sofonia a occasionné des perturbations dans plusieurs quartiers de Conakry. Des équipes techniques de EDG se sont rendues sur le site pour réparer les dommages causés. Nabi Kamara, Al-Gassimouba. C'est le poste d'électricité de Sofonia. Il a pris feu mercredi dernier, ce qui occasionne le délestage dans certains quartiers de la capitale. Les agents d'EDG fortement mobilisés autour du poste cherchent à trouver rapidement une solution à cette perturbation de la fourniture du courant électrique. La première chose immédiate, c'est mettre en place un plan de contingence. Autrement dit, une fois que ce poste n'est pas disponible, qu'est-ce qu'on peut faire pour alimenter les quartiers qui sont desservis par ce poste-là. Le deuxième point, on a accéléré l'acquisition. On a quelques cellules en place, mais à l'intérieur du pays et aussi à Tombo, ici à Conakry. Donc on est en train de les amener pour remplacer les cellules-là. La société EDG regrette les désagréments causés à sa clientèle par cet incendie. Elle rassure que toutes les dispositions sont prises et que toutes les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale.
Actuellement, nous avons tous ces 5 départs ne sont pas alimentés. Les départs, il y a de ces lignes qui sont proches d'une autre ligne, d'une autre source d'alimentation. Donc nous avons commencé depuis ce matin à alimenter certains départs tels que la zone de Symphonia. Depuis 10 heures, la zone de Symphonia est alimentée. Quel que soit le problème, nous sommes en train de prendre des dispositions pour mettre la population à l'aise. Nous demandons à tout le monde, à toute la population d'attendre. Tout ce qui se trouve sur ce départ-là, sur le poste de Symphonia, d'attendre que EDG fournisse beaucoup d'efforts. Nous sommes là nuit et jour. Tant que ce n'est pas rétabli, nous sommes là. Pendant la réparation de ce poste d'électricité de Symphonia, plus de 20 quartiers de la haute banlieue sont privés d'énergie électrique. De ce fait, il devient la priorité de la Guinéenne d'électricité selon ses responsables. Puisqu'on parle d'incendie, cela fait 2 années successives que les habitants de Kabak en sont victimes. Des incendies d'origine inconnue qui attristent et préoccupent les 2000 habitants de cette localité située dans la préfecture de Forêt-Karia. Mounir Bari, Moussa Bangoura. À 5 km de Conakry, la sous-préfecture de Kabak dans Forêt-Karia, la localité regorge de nombreuses potentialités agricoles, halieutiques et touristiques. Aujourd'hui, ses habitants vivent dans l'angoisse et la consternation suite à un incendie qui a ravagé tout sur son passage. Sur place, les autorités préfectorales évaluent les pertes et lancent cet appel. Les conséquences sont immenses. Les boutiques des marchands qui étaient dans l'espace là sont partis en fumée. Je voudrais solliciter l'appui auprès de toute personne de bonne volonté de venir au secours de ces populations de Koungi victimes de ce grand incendie. C'est la 2e fois. Depuis l'année passée, le cas pareil a été produit. Cette année aussi, le 18 décembre, le cas aussi, le subsecteur m'avait appelé qu'il y a de l'incendie aussi à Rouy. Il y avait des boutiques remplies des objets, il y avait des bâtiments, tout a été brûlé. Tout. À peu près 70 bâtiments ont été brûlés, 30 boutiques et un vidéoclub plus un four. De Kabak, nous voici au district de Rougny. Depuis vendredi dernier, ses habitants sont sous le choc. La douleur est intense et les pertes sont incalculables. Nous ne savons pas comment l'incendie s'est produit. Nous sommes très inquiets comme ça. Tout le monde était là, les enfants, la famille, lorsque le feu s'est déclaré. Pour déterminer les causes et prévenir d'éventuels sinistres, des enquêtes sont ouvertes. En attendant, les habitants sont inconsolables et l'implication des organisations humanitaires pourrait remonter le moral des victimes. Dans l'actualité également, finit la formation des journalistes des médias publics et privés sur la décentralisation et le développement local, une initiative de l'ANAFIC pour amener ces professionnels de l'information à s'intéresser davantage à cette question. Ils sont appelés à faire, en plus de l'information, la dénonciation des mauvaises pratiques, mais également la promotion des exemples de réussite en la matière. Mohamed Lamine Camara, reportage. Ici, à Koya, plus de 20 journalistes des médias publics et privés ont appris durant 4 jours des notions sur le processus de décentralisation, le fonctionnement et les réalisations de l'ANAFIC dans les collectivités territoriales. Ces hommes de médias ont aussi bénéficié des modules axés sur les angles de traitement des sujets liés au développement local. La démarche pour l'ANAFIC, Agence nationale de financement des collectivités locales, est de renforcer son plan de communication. Ce que nous attendons de cette formation, c'est que les différentes facettes qui ont été présentées aux médias, il y a tellement d'angles, tellement de sujets, que les médias soient leur propre porte-parole. C'est-à-dire, on n'a pas besoin d'être des porte-parole seulement de l'ANAFIC, parce qu'il y a l'ANAFIC, c'est bien, on va gagner, mais la question du développement local, c'est beaucoup de sujets. Avec les journalistes, nous nous sommes rendus compte que vraiment
Ils sont maintenant outillés pour aider le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation à vulgariser le processus de décentralisation du développement local pour permettre aux collectivités locales, aux élus locaux d'être encore beaucoup plus responsables face à leurs projets et programmes de développement. Après s'être approprié des outils nécessaires sur l'opportunité de financement que l'ANAFIC offre à la Guinée profonde, les journalistes s'engagent à accentuer la sensibilisation pour inviter les communautés bénéficiaires à préserver les acquis de l'ANAFIC qui changent l'image des collectivités. Je pense qu'au sortir de cette rencontre, ça va être une aubaine pour nous les journalistes, d'ailleurs qui sont fréquents à l'intérieur du pays, de nous intéresser aux questions de développement local. Il n'est pas dit forcément que nous dénoncions, mais c'est de proposer aussi des solutions. Ces journalistes appartiennent désormais à un groupe de travail. Avec l'appui de l'ANAFIC, ces professionnels des médias vont s'atteler au traitement des sujets de décentralisation pour plus de visibilité des actions de développement local. Entrepreneuriat et montage de projets, comment attirer les jeunes vers l'auto-emploi? Une formation vient de se tenir à propos à l'intention de 300 jeunes diplômés sans emploi. Entre autres sujets abordés, la culture de l'esprit d'entreprise chez les jeunes. Abdul Karim Kamara. Le constat révèle que les jeunes Guinéens ne profitent pas des opportunités d'auto-emploi. Ils accordent moins de prix à l'entrepreneuriat et n'arrivent pas à s'affranchir de l'esprit salarial. Depuis 3 jours, ces jeunes diplômés sans emploi s'approprient les techniques de l'entrepreneuriat et montage de projets. L'idée vient du mouvement des jeunes leaders du Oulada Mougelou pour appuyer la promesse du chef de l'État à créer 100 000 jeunes entrepreneurs au cours des 6 prochaines années. On ne peut pas juste dire à quelqu'un il faut aller dans l'entrepreneuriat, il faudrait que vous lui montrez quels sont les avantages qui sont liés à l'entrepreneuriat. L'économie guinéenne ne parviendra jamais à créer suffisamment d'emplois pour les jeunes qui veulent rester dans les bureaux. Il faudrait que certains jeunes acceptent d'être leurs propres patrons et aussi être les artisans de la création d'emplois pour d'autres jeunes. Ils sont 300 jeunes venus des 5 communes de la capitale à bénéficier de cette session qui s'articule autour de 3 modules. Le développement et l'esprit d'entreprise chez les jeunes, l'élaboration du plan d'affaires ou plan business et les techniques de financement de projets. Je pensais déjà à entreprendre et maintenant je pense que ça me motive encore de plus. J'avais quelques problèmes, savoir comment rédiger, comment monter un bon projet, mais aujourd'hui je pense que dorénavant, je pourrais le faire. Ce n'est pas venir suivre les cours après, courir encore chercher de l'emploi quelque part, ce ne sera pas trop intéressant. Ce qui sera plus intéressant, c'est d'aller mettre en application de ce qu'ils ont appris ici aujourd'hui. Plus de 1000 jeunes diplômés avaient déjà suivi la même formation en février 2020 dans la région de Kankan. Le Mougelou compte aussi étendre cette initiative d'insertion socio-professionnelle des jeunes aux localités relevant de la contrée du Oulada. Cette autre formation est axée sur la saponification. Elle est faite pour les groupements de femmes de Sonfoniagar afin de les rendre plus autonomes. Mikini Moussa Kamara, Kadiatou Kaba. La saponification artisanale est l'activité principale du Forum des femmes de Guinée pour la paix, une ONG évoluant dans le secteur informel. Sa mission est de promouvoir l'autonomisation des femmes en Guinée. À Sonfoniakas, dans la commune de Ratouma, 50 responsables de groupements féminins ont bénéficié d'une formation sur les notions de montage de projets en saponification. Le but est de sensibiliser la couche féminine sur la gestion des activités génératrices afin de promouvoir l'employabilité. Vous pouvez tomber malade. Si votre femme peut faire le minimum à la maison, est-ce que la famille n'est pas sauvée? L'autonomisation de la femme est un facteur de développement durable pour toute une nation. Une femme autonomisée, c'est un enfant éduqué, c'est un mari heureux, c'est un chef de quartier tranquille et c'est un président de la République de développement. C'est dans ce cadre que le président a créé ce département. Donc, si les femmes se regroupent et se donnent les mains, se faire à ce qu'elles soient formées dans ce cadre-là, moi je pense ça doit non seulement
dire aux Guinéens que vous devez vous donner les mains à ce que vous vous organisez pour vraiment aboutir à l'idéal du professeur Alpha Condé. Au terme de cette formation, les participantes pourront évaluer les conditions de sécurité et mettre en place les conditions indispensables aux bonnes pratiques de fabrication de savon. Dans notre pays, les Lions Club Taroni et Kakilambé ont procédé à la remise de denrées alimentaires aux enfants de certains orphelinats de la capitale. C'est dans l'esprit de la lutte contre la faim et le bien-être des tout-petits. Une action humanitaire salutaire pour ces enfants privés de chaleur parentale. Younousa Tavel Kamara. Une journée mise à profit cette année par le Lions Club International District 403 A1 Région 16 pour offrir des denrées alimentaires, des habits et des jouets à 2 orphelinats de la capitale. Il s'agit de l'orphelinat Kiridia de Matutu et le foyer de l'Espoir à Ratoma. Une manière pour cette organisation humanitaire d'assister ces enfants déshérités privés de la chaleur parentale. Le Lions Club, en tant que l'une des plus grandes associations du monde, ne déroge pas à ses habitudes, est venu aujourd'hui remettre un certain nombre de denrées alimentaires à des orphelinats pour participer à la lutte contre la faim. Comme la lutte contre la famine fait partie des axes prioritaires de Lions Club International, et nous venons pour faire ce don aux orphelins pour leur prouver qu'ils ne sont pas aussi seuls. Ceux qui ont eu le courage d'entretenir ces orphelins, qu'ils sachent aussi qu'il y a des personnes, il y a des organisations qui pensent à eux. La remise des denrées alimentaires dans ces 2 orphelinats de la capitale en cette période de crise sanitaire du coronavirus est vivement saluée par ces tout-petits et leurs encadreurs. Je suis très contente d'avoir fait cette durée et je remercie Lions Club pour ce don. Et je veux que vous allez nous soutenir toujours. Si vous allez nous soutenir, peut-être nous aussi demain, nous allons soutenir les autres. Ce qu'ils ont fait là, vraiment c'est une très grande joie. Et pour moi et pour les enfants. Ça va nous épargner au moins de la faim. Parce que sinon c'était très chaud. À travers cette initiative, Lions Club exprime ainsi sa volonté d'assister les personnes démunies. Une action qui cadre parfaitement avec ses priorités. En cette période de fin d'année, de nouveaux concepts sont créés pour finir l'année en beauté. C'est le cas de Noël Show en 72 heures lancé hier dans les jardins du 2 octobre. Une rencontre musicale pour égayer les enfants et leurs parents bien sûr. Un esprit de fête de fin d'année auquel participent plusieurs artistes, chanteurs et comédiens. Reportage Diamokaba. Le jardin du 2 octobre, dans la ferveur de la fête de Noël. Les artistes locaux sont sur scène pour agrémenter cette ambiance festive de fin d'année. Le concert est destiné aux enfants et leurs familles pour partager ces moments magiques. L'événement s'appelle Noël Show. L'objectif des initiateurs est d'offrir quelques bonheurs aux tout-petits. Essayons de mettre les parents et les enfants ensemble pour qu'ils partagent des moments, des jeux et tout. Parce que généralement les gens viennent séparément. C'est un parent qui vient avec plusieurs enfants. Et là, nous avons voulu mettre tous les enfants ensemble avec tous les parents. Donc c'est le nouveau concept qu'on a mis en place. J'ai beaucoup apprécié parce que mon enfant était bien amusé. On est là depuis midi. Du coup, quand elle est contente, elle est heureuse, je le suis aussi. Donc je conseille tous les parents d'envoyer les enfants au jardin pour fêter Noël Show en 72 heures. Noël Show est un événement solidaire. Au cœur du spectacle, un vieil homme barbu au costume rouge et blanc. Avec ses amis, le Père Noël distribue des cadeaux pour réconforter les enfants. Le 25 décembre fin, le Père Noël vient ici pour donner ici ce que les enfants ont souhaité qu'il leur donne. En fait, c'est devenu comme une sorte de tradition ici pour le monde maintenant. C'est la raison pour laquelle à chaque année, on essaye de donner les cadeaux aux enfants pour donner plus de joie et plus de plaisir. De la musique à la comédie, Noël Show permet aussi d'initier les enfants et leurs familles
aux arts de la scène. Jusqu'au 27 décembre prochain, les artistes vont rivaliser d'ardeur et de créativité pour annoncer les couleurs de la nouvelle année. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre bien aimable attention. Bonsoir chez vous.